Marseille, deuxième ville de France. Son vieux port, sa bonne mer, ses quartiers nord. Et moins connu, son immense marché aux puces. Depuis 24 ans, ce bazar géant est installé dans une ancienne usine. Cette fourmilière à ciel ouvert est au cœur des petits trafics marseillais. Chaque dimanche, des centaines de vendeurs proposent toutes sortes de marchandises aux visiteurs, dont certaines issues de la contrebande, comme ces cigarettes. Elles ne sont pas volées, mais importées illégalement d'Afrique du Nord. Une spécialité marseillaise. Dans la ville, selon les chiffres des douanes, un paquet sur 5 est issu du trafic. Les puces sont un débit de tabac à ciel ouvert. Donc ça, c'est cigarette algérienne? La particularité du trafic de cigarettes à Marseille, un des vendeurs à la sauvette va nous l'expliquer. Il serait organisé par les hommes d'équipage des bateaux qui accostent tous les jours dans le port. C'est les marins qui les ramènent. Les marins? Ah oui. Ils nous ramènent une cartouche de grattage, on l'achète comme ça. Voilà. D'accord. Ils viennent du port et ils font une escale et ils repartent? Voilà, et par... D'accord. Merci à vous. Ok. Ce business semble bien rodé, même si les revendeurs, eux, jouent en permanence à cache-cache avec les forces de l'ordre. Comment vous faites? Quand vous les voyez arriver, vous partez? Oui. C'est tout? Reste ici jusqu'à demi-heure, 1 heure, et les conduits y passent. Ces paquets de contrebande se vendent jusqu'à 2 fois moins cher que dans un bureau de tabac. Une concurrence déloyale pour les buralistes. Et un manque à gagner de plus de 2 milliards d'euros pour l'État chaque année. Car il ne touche aucune taxe sur ces cigarettes clandestines. Lutter contre cette économie souterraine est une des missions prioritaires des douanes de Marseille. Dans le centre-ville, le QG de la brigade de surveillance intérieure des douanes marseillaises. Il s'agit d'une unité unique en France. Ces douaniers sont les seuls à opérer au cœur même de Marseille. Des interventions à haut risque, alors ils sont toujours armés. David, 35 ans, est le chef de l'unité. Nous, on est une brigade de surveillance, donc on est des douaniers qui sont chargés et tenus de porter l'arme en toutes circonstances. Voilà, tout simplement. Donc pour ce matin, on n'est pas à l'abri de tomber sur un infracteur qui, lors d'un contrôle, serait muni d'une arme, qui puisse éventuellement l'utiliser à notre encontre. Donc on doit avoir les moyens nécessaires de pouvoir se défendre. Ce matin, David et ses hommes vont s'attaquer à certains des trafiquants qui alimentent le marché parallèle de cigarettes. Nico, t'as pu vérifier s'il y a un bateau ou pas? Oui, il y a deux bateaux intéressants qui vraisemblablement arrivent en fin de matinée à quai, qui pourraient être intéressants de contrôler la sortie du port. Là, on va faire un tour sur le port, aux abords du port en tout cas, pour voir s'il n'y a pas des mouvements intéressants pour nous qui méritent d'opérer des contrôles. Allez. Dans le viseur des douaniers, des ferries en provenance du Maghreb. Là-bas, le paquet s'achète 1,20 € contre 6 € en moyenne en France. Avec une telle différence de prix, la contrebande est très tentante. Certains passagers, surtout des membres d'équipage, reviennent parfois avec des sacs remplis de cartouches. Il est très facile de pouvoir s'approvisionner auprès de marins qui font des traversées. Ils achètent les cigarettes soit en duty-free sur les ferries ou ils s'approvisionnent tout simplement dans leur pays. Tout simplement, une fois passé les portes du port, ensuite ils n'ont plus qu'à venir prendre contact avec des acheteurs potentiels. Ça leur permet tout simplement d'arrondir leur fin de mois en plus du salaire. C'est carrément qu'ils doublent leur salaire parce que ce qu'ils gagnent sur les bateaux, c'est largement inférieur à ce qu'ils gagnent en vendant les cigarettes. C'est sûr, c'est sûr. On va voir comment se présentent les navires. Ils sont prévus à 11h, 11h30. On va voir s'ils ont du retard, s'ils n'ont pas du retard. Avec 2,5 millions de voyageurs par an, le port passager de Marseille est le plus grand de France. Un flux énorme à contrôler.
David et son équipe installent leur dispositif à la sortie du port. Ah ben on arrive. Ça va. Ouais. Les filles vont voir déjà ce qui se passe. Moi, à la limite, je vais juste regarder dans la rue là-bas s'il y a du mouvement, s'il y a des gens qu'on connaît. Ce matin, les douaniers ciblent les marins qui travaillent sur un ferry qui vient d'accoster. Car ils bénéficient d'une sortie moins contrôlée que la sortie passager, idéale pour faire passer des cigarettes de contrebande. Non, en fait, eux, ils vont faire un premier repérage, pour savoir s'ils ne connaissent pas des revendeurs locaux qui viennent s'approvisionner auprès de marins. On essaye toujours de se répartir les tâches de cette façon-là, c'est-à-dire des gens qui sont en retrait pour l'interpellation et des gens qui sont au plus proche. David pense que la vente aura lieu à proximité de ce petit marché, juste en face du port. Ceux qui achètent les cigarettes de contrebande aux marins sont de petits trafiquants marseillais qui revendent ensuite illégalement les paquets à différents endroits de la ville. Les douaniers veulent prendre les marins et les acheteurs en flagrant délit pour saisir la marchandise. Les collègues de David se fondent dans la foule pour repérer d'éventuels suspects. Et certains badauds ne semblent pas être venus simplement pour faire leurs courses. Donc là, il y a des têtes qui sont connues par nous. On a déjà eu l'occasion de contrôler. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a une activité ou en tout cas, ils essaient d'acheter. Pour le moment, les hommes repérés par les douaniers n'ont pas encore trouvé un marin à qui acheter des cigarettes de contrebande. Les mecs, tu les vois sortir avec un sac ou deux, c'est là qu'il faut... Mais quelques minutes plus tard, revirement de situation. L'angle, là, ils sont trois, il y en a un qui donne le fric, l'autre qui récupère les clopes. Si on y va, on fige, on trouvera les cigarettes. On y va ? Apparemment, la vente a commencé. David et ses collègues se précipitent pour prendre les suspects en flagrant délit. Mais à la vue des douaniers, des guetteurs crient pour prévenir les trafiquants. David et ses hommes accélèrent et arrivent à temps pour interpeller 4 individus. Il y a un cartouche, il y a un cartouche. Reculez, reculez. Reculez, pas de problème. Recule. 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 Tu recules. Recule, c'est bien ça. Recule. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Bonne pioche pour les douaniers. Ils sont arrivés en pleine transaction. Cachés dans des sacs plastiques, des dizaines de paquets de cigarettes de contrebande. Les deux hommes en t-shirt rayé sont les revendeurs. Ils viennent d'arriver d'Algérie. Donc c'est à tout le monde là. L'homme en blanc est l'acheteur marseillais. C'est un multirécidiviste. Nicolas et ses collègues l'ont déjà arrêté plusieurs fois. L'ambiance est tendue. L'année dernière. Un an. Oui. C'était il y a un an. Non, n'oublie pas. Voilà, oui, oui. Non, n'oublie pas. Voilà. Maintenant, je donne quoi maintenant? C'est un truc qui ne me va pas. Maintenant, je donne quoi maintenant? D'accord. Je donne un cartouche, c'est tout. Monsieur, vous reculez. Sortez-moi ce que vous avez dans les poches. J'ai rien. À 3, je vous tape. Vous reculez. Vous reculez. Il faut parler, monsieur. Bon. Je vous laisse un choix. Soit vous me dites qui vous a acheté les cigarettes. Moi, je suis de passage. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Bon, mais déjà, il y a de la thune là. Non, moi, je suis... Dans les poches d'un des vendeurs, plus de 300 € en liquide. Peut-être le fruit de la transaction illégale. Les deux vendeurs travaillent bien sur le ferry qui est arrivé d'Algérie, mais ils sont loin d'être de simples matelots. Vous êtes marin? Non. Vous êtes quoi? Je vais te parler. Non, tu me parles pas, tu me parles là. Non. Moi, je suis le collègue de la douane algérienne, je suis à bord. Ah ouais, t'es à bord toi. Et qu'est-ce que tu fais là? Moi, on est de passage, monsieur. Tiens, d'accord. Bah, si vous êtes collègue douanier et que vous trafiquez... Non, jamais, monsieur. On va le faire remonter sur celui-là, ça va aller vite. Hein. Jamais, monsieur. En tout cas, on vous prend ici en flagrant délit avec de la marchandise. Nous, on va pas savoir. Vous êtes tous pareils. Ce douanier algérien sait qu'il risque très gros. Si son consulat apprend son interpellation, il risque de perdre son travail. Pour essayer de s'en sortir, il tente de négocier avec David. Ils ont les deux des thunes. Hein. Donc, Tu viens me voir? Bien sûr. Je peux vous parler? oui, mais parlez. Il n'y a pas de souci. Parce que je suis pas pour j'étais avec mon collègue là, on travaille dessus, on était allé vers la pharmacie. Et là, on vous retrouve ici, en présence d'autres individus et de tabac. On était de passage, monsieur. De passage. Carrément sous le porche. Non, j'étais tellement peur. Il y a une pharmacie. J'étais tellement peur. Retouche. Il y a une pharmacie. Je vous respecte. Monsieur. Je vous respecte, Voilà. moi aussi. Nous, on est collègues, non. Vous devez nous comprendre. Moi, je ne fais pas ça, monsieur. J'en sais rien. Nous, on arrive ici, on vous Parce que retrouve là, tous ici. j'étais peur de vous. Moi, je vois pas de pharmacie. Donc, pour nous, Non, vous êtes non, tous non, ensemble. monsieur. Si vous coopérez, que vous me dites la vérité, puisque vous me dites que vous êtes un collègue douanier, moi, je vous crois. Et j'irai pas plus loin.
Je vais pas Si tu veux que je paye l'amende, je le paye. Bon. Si tu veux que je paye l'amende, je le paye, monsieur. Ok, donc vous reconnaissez. Donc vous non, si tu veux faire je paye l'amende, je le paye. Pourquoi vous payez l'amende là? Là, parce que j'étais obligé, là. J'étais obligé, parce qu'il y a tout le monde qui courait. Je suis obligé de payer, là. Parce que je suis pris comme un con, là. L'homme, comme n'importe quel touriste qui a ramené trop de cigarettes de l'étranger, va payer une amende. Ça, je l'ai payé gratuitement. 30 € par cartouche, soit 330 € au total. Pour cette fois-ci, pas de dénonciation au consulat. En fait, grâce à cette clémence, David espère lui faire avouer que les deux suspects marseillais étaient bien là pour acheter des cigarettes de contrebande. Puisqu'on te lâche, tu me confirmes que tu es venu avec ton collègue leur vendre des cartouches aux deux? Moi. Lui, toi tu l'as accompagné? Moi, je marchais. Toi, tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà. Bon, Inch'Allah. D'accord. Allez. J'espère qu'on se verra. Ça va. Allez, ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Merci. Et bonne journée. Allez. David embarque les deux acheteurs marseillais pour les ramener à la brigade et faire l'inventaire précis de la marchandise saisie. Pour lui, l'opération est une réussite. C'est en fait le microtrafic qui sort du port, où on a des marins qui sortent, qui sont là pour faire du business tout simplement et qui revendent donc des cigarettes à des acheteurs, donc des vendeurs ici, des revendeurs en fait, qu'ensuite ils vont écouler notamment sur le marché local, le marché aux puces, etc. Et donc voilà, c'est du microtrafic mais qui tout au long de l'année constitue certainement des quantités assez importantes. Et toutes les brigades sur le port et à l'extérieur du port comme à brigade ont vocation à essayer de limiter en tout cas ce microtrafic. Au QG des douanes marseillaises, David et ses collègues font le décompte des cartouches confisquées. En présence des trafiquants, comme l'exige la loi. En tout, plus d'une centaine de paquets, environ 400 € à la revente sur les marchés. À Marseille, chaque année, ce sont plus de 2 tonnes de tabac de contrebande qui sont saisies. Mais les petits trafics sont loin de se limiter à la cité phocéenne. Certains touchent même la France entière, comme le trafic de numéros de carte bancaire. En utilisant votre carte bleue chez des commerçants ou sur le web, vous pouvez vous faire subtiliser vos coordonnées bancaires par des escrocs. Avec votre numéro de carte, ils achètent ensuite frauduleusement des objets sur Internet, comme des produits high-tech, de l'électroménager ou encore des vêtements, avant de les revendre. Un petit trafic très rentable. Une unité spéciale de la police a été créée pour s'attaquer à ces délinquants. Paris, au siège de la section financière de la police judiciaire. Les 50 policiers de la BFMP, la Brigade des fraudes aux moyens de paiement, se battent quotidiennement contre les trafiquants qui utilisent ces numéros de carte bleue pour faire des achats frauduleux. Nicolas, 38 ans, est capitaine à la BFMP depuis 8 ans. Il est l'un des meilleurs spécialistes de ce type de trafic. Selon lui, trouver ces numéros de carte volés sur Internet est un jeu d'enfant. La moyenne de se procurer ce genre de numéro de carte bancaire peut se faire notamment sur Internet, par l'intermédiaire de forums. Vous tapez et vous tombez sur des sites comme ça. Vous choisissez le type de carte, Visa, Mastercard, Amex, et vous cliquez sur la carte, le nom du porteur, l'adresse du porteur, le prix 1,50 $, vous achetez et vous payez par mandat au vendeur de la carte bancaire. En étant en possession de ces informations-là, vous pouvez acheter pour votre propre compte, mais vous pouvez très bien également revendre la marchandise que vous venez d'obtenir frauduleusement. Ces escrocs qui achètent illégalement des objets sur Internet pour ensuite les revendre sont de plus en plus nombreux. En France, sur le web, un achat frauduleux a lieu toutes les 2 minutes, soit autant de débits sur les comptes bancaires des victimes qui, elles, n'ont rien acheté. Un trafic d'un nouveau genre qui est dans le viseur des policiers de la BFMP. Il a livré 2 fois dans des conditions un peu scabreuses comme ça. Franck, commandant et chef de groupe. Avec son équipe, il est sur la piste d'un de ces trafiquants. L'homme a réalisé plusieurs commandes frauduleuses sur Internet. Et aujourd'hui, il doit se faire livrer un nouvel objet, acheté grâce à des coordonnées bancaires volées. Des lieux, en gros, elle est comme ça. La livraison est censée se passer au 40, ici.
Juste en face, on a une pharmacie où éventuellement on peut mettre des personnes sur un dispositif de surveillance par rapport aux 40. Les policiers veulent prendre le trafiquant en flagrant délit. Une dizaine d'hommes en civil va se poster autour de l'adresse où doit être livré le colis. Pour ne pas éveiller les soupçons de la cible, Nicolas et ses collègues doivent se fondre dans le décor. Un souci de discrétion qui vaut aussi pour les véhicules de surveillance de la BFMP, un sous-marin dans le jargon policier. Alors c'est quoi ça? En fait, c'est pour rendre encore plus anonyme notre véhicule dit sous-marin. On l'équipe de stickers comme ça pour faire croire en fait que c'est un véhicule de réparation, dépannage, donc BFMP, bâtiment, fenêtre, menuiserie, plomberie. Voilà. Une autre interprétation de l'acronyme BFMP. Grâce à ce simple autocollant, cette camionnette de la BFMP devient un banal véhicule de chantier. La livraison du colis acheté frauduleusement est prévue dans moins d'1 heure. Allez, let's go! Dans ce type d'affaires, il est toujours difficile pour les policiers de prendre les trafiquants la main dans le sac. Franck le sait, Internet leur permet de facilement brouiller les pistes. Un escroc, il commande quelque chose, il peut le commander depuis son ordinateur, etc., à l'abri dans un cybercafé, dans n'importe où, de n'importe quel point du globe. Le problème, c'est qu'il y a un moment, il faut qu'il vienne récupérer le produit de son escroquerie. Donc c'est vraiment le seul moment où il est vulnérable, hein, et où on peut l'interpeller en flagrant délit. On est en avance là, par rapport à... Le moment de la livraison est l'unique point faible de ces trafiquants. Franck et ses hommes n'auront pas le droit à l'erreur. Tout va se jouer en quelques secondes. Bon, on est en place là, donc Nico va rejoindre Chloé dans le Franprix. Je pense qu'il y a Maud et Bruno qui se baladent quelque part. Je vais appeler le piège se met en place. Le but, encercler l'immeuble où habite le trafiquant présumé. Pour maximiser les chances de réussite, Franck a placé un policier dans le bâtiment juste en face du lieu où doit se dérouler la livraison. Nicolas, lui, sort se placer à l'entrée de l'immeuble du suspect pour éviter tout risque de fuite. T'as vu le black là-bas, regarde, devant le Franprix, qui s'est retourné, etc. Ouais, Franck de gueule, pour te répondre à ta question, écoute, moi j'ai une bonne visibilité sur le point. Il n'y a aucun black avec des écouteurs à proximité. Voilà, disposition. La société qui livre le colis a été informée de l'opération de police et a accepté de collaborer. Ouais, c'est pas mal là. Recule un peu. Ouais. Oh, bon, écoute, ça ira, hein, on s'en contentera. Tous les policiers sont en place. Franck demande au livreur de venir effectuer sa livraison. Vous me recevez, donc le livreur a contacté le gars sur le téléphone qu'il avait sur le bordereau de commande et le gars lui a dit qu'il arrivait, donc le livreur l'attend. Hein. L'interpellation est imminente. Non, il n'y a pas quelqu'un là? Ah si, il y a un mec dans le hall de l'immeuble. Attention, le mec, il est dans le hall de l'immeuble. Attention, ça va se faire dans le hall de l'immeuble. Sortez. Ouais, faut y aller parce qu'après il va se barrer. Par terre. Tu bouges pas. Tu bouges pas. C'est la police, monsieur. Je sais pas. On t'expliquera après. Calme-toi. Le trafiquant présumé avait commandé une poussette haut de gamme à 1 000 €. Mais aujourd'hui, son colis, ce sont les policiers de la BFMP. Vous aviez été où, jeune homme? Vous sortez d'où là? Vous sortez d'où là? Vous faites quoi? J'ai fait quoi? Tu viens d'où là? Je n'habite pas l'immeuble, monsieur. Tu n'habites pas? Je n'habite pas l'immeuble. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Moi, je suis de passage, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'ai rien fait. Tu viens faire quoi là alors? Mais moi, je suis de passage, monsieur. T'es de passage? Je suis de passage. Passage, t'as pas de papier, t'as rien? J'ai rien. En tongue. Bah, c'est pas grave. Le suspect dit ne pas habiter l'immeuble, car il espère éviter une perquisition à son domicile. Mais Nicolas trouve sur lui la clé d'un appartement. Bouge pas, reste là. Tu restes là. J'ai pas quoi. Avec une collègue,
il part chercher la porte correspondance. En plus de nier, l'homme continue de se débattre. Et même à 3, les policiers ont bien du mal à le maîtriser. Je vais me mettre au sol. Soit je vais me mettre au sol. Mettez-vous au sol. Mettez-vous au sol. Mettez-vous au sol. Assieds-toi. Mettez-vous au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est moi le chef. Vas-y, je t'écoute. Ah si. Vas-y. Attends, laisse, on parle, on discute. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Vas-y. Et quoi, pas de brutalité. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi aussi. Si je voulais, je m'assois. Là, je m'assois. Assis-toi si tu veux. Assis-toi. On vous demande depuis tout à l'heure de ne pas bouger. Allez. C'est pour qui ce colis? À qui tu devais le donner? Non, mais arrête. Je veux dire, on sait pourquoi tu es là, on sait pourquoi nous on est là. Il n'y a pas de. Donc, je veux dire, on va pas perdre notre temps. Tu habites là ou pas? Je n'habite pas là, monsieur, on va s'expliquer au poste. Non, on s'explique tout de suite, parce qu'après on va perdre du temps. Donc, je veux dire. Alors, s'expliquer au poste, monsieur, je vous explique. Non, écoute, c'est pas toi qui décides, c'est moi, d'accord? Alors, pour le moment, tu me dis ce que tu foutais là, pourquoi et à qui tu dois. Si ce colis il est pour toi ou si tu dois le remettre à quelqu'un. C'est tout. À qui tu dois le remettre? Je vous explique, je dois le remettre à quelqu'un. Bon, alors, d'accord, mais je veux en savoir plus parce que là, on perd du temps. Alors, à qui tu dois le remettre? Un ami, monsieur. Un ami? Il est où, cet ami? Il est dans Paris. Tu habites où, toi? Je n'habite pas ici, monsieur. Tu habites ici, tu es sorti, regarde, tu es en tongue, là, tu es pas... ça fait 1 heure qu'on est là, on t'a pas vu rentrer, donc tu habites forcément ici. Tu veux qu'on fasse tous les appartements pour savoir où tu habites? Il n'y a pas de souci, monsieur. Je veux bien vous expliquer. Mais je voudrais qu'on aille au poste, monsieur. Pour mon image, monsieur. Mais ton image, elle est morte déjà. C'est mon... Monsieur, allô? Monsieur, je n'attendais rien. Ouais. Je n'ai pas pris de colis, monsieur. Ok, bon alors t'habites au 5e étage, tu vois, on a trouvé l'appart. Allez, en route. Les policiers ont réussi à localiser le domicile du trafiquant présumé. Apparemment, il n'a pas trop envie qu'on y aille, hein, donc... Sans doute y cache-t-il d'autres objets achetés frauduleusement. Malgré les évidences, l'homme refuse toujours d'admettre qu'il vit dans cet appartement. Franck et ses hommes, eux, n'ont aucun doute. Et même si le flagrant délit a été constaté, les enquêteurs espèrent maintenant trouver des preuves supplémentaires du trafic. Ils veulent mettre la main sur d'autres objets achetés avec des numéros de cartes bancaires volés. Et ils n'ont pas à chercher très longtemps. Sur le balcon, une autre poussette. Exactement le même modèle que celle que le trafiquant devait recevoir aujourd'hui. Ils ouvrent un magasin. Il a arraché l'étiquette, ça a été retouché. Encore une poussette à 1 000 € que le suspect espérait certainement revendre sur Internet. C'est neuf. Ouais, c'est neuf, c'est encore emballé. Ouais, c'est encore emballé. En continuant la perquisition, les hommes de la BFMP trouvent d'autres indices compromettants pour le trafiquant. Notamment ses cartes SIM de téléphone portable. C'est quoi toutes ces cartes SIM là? C'est gratuit, ça se passe gratuit dans la rue. Qu'est-ce qu'elles font dans le truc à l'électricité? Pourquoi vous avez tout ça ici? Parce que... Ça n'a rien à faire ici, on a des cartes SIM sur le compteur électrique. Pourquoi je suis habillé comme je suis habillé? Les cartes SIM, c'est un signe d'escroquerie en général? Ouais, bah oui, parce qu'ils utilisent un téléphone par escroquerie, donc généralement ils ont toujours plusieurs cartes SIM sur eux, quoi. Donc là, voilà, il y a 5-6 cartes SIM neuves, a priori même pas déballées, donc je pense que ça peut toujours servir. Il doit changer régulièrement, quoi. L'individu changeait très souvent de numéro de téléphone pour éviter d'être pisté. Ainsi, il espérait bien échapper aux policiers. C'est la police judiciaire, hein, de Paris, là, le 13e, on est à Château des Rentiers, tu connais? Non, bah écoute, on va te faire visiter. Assis-toi. Notamment le 4e étage. Cher ami, vous êtes en garde à vue à compter de ce jour, donc on va dire 10h45, heure de votre interpellation, pour des faits d'escroquerie. Lesquels? Le colis, par exemple, le colis. Oui, Les escrocs s'attendent pas à ce que les policiers se déplacent sur ce genre de... Si, s'y attendent tout. Je pense qu'ils s'y attendent dès l'instant. C'est le propre de la profession aventureuse. Il y a toujours des risques. Donc, bon, c'est pour ça, je sais pas, il voulait pas sortir de la cage d'escalier, par exemple. Donc, le mec, il est quand même prudent, quoi, parce que...
La seule imprudence qu'il commet, c'est de se faire livrer, mais c'est la fainéantise de l'escroc, quoi. Le mec, pourquoi aller s'emmerder, aller se faire livrer ailleurs, alors que, bon, on est là, etc. Bon, voilà, bon, c'est à la limite la seule erreur qu'il a commise. Pour Franck et son équipe, la mission est réussie. L'escroc présumé va passer 48 heures en garde à vue au QG de la BFMP. Grâce aux indices collectés, les policiers veulent prouver que l'homme revend sur Internet les objets qu'il a achetés frauduleusement. Je vais sur le site, sortir la fiche de ce produit, voir le prix pour le préjudice. Gump, brigadier à la BFMP, vient de trouver une petite annonce qui correspond exactement à la poussette retrouvée dans l'appartement du suspect. Et là, je vois qu'il y a une annonce à la date d'aujourd'hui, ce matin. Une poussette, la même, sur Paris, 500 € urgent. Jamais servi, toujours dans le carton. Ça peut correspondre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, qui commande avec des numéros de carte bancaire volés, comme ça, lui, ça lui coûte pas trop cher. Et puis après, il revend sur... il se fait de la thune comme ça, quoi. Pour savoir si l'homme arrêté est bien le vendeur de la poussette, les policiers vont tout simplement appeler le numéro qui est sur l'annonce, en espérant que le téléphone trouvé chez le suspect se mette à sonner. Super. C'est bien le téléphone. Le numéro de téléphone qui est laissé par le soi-disant Guy sur le site d'annonce particulier à particulier, ça correspond bien à la puce téléphonique de notre gardé à vue. Donc c'est bien lui qui a passé l'annonce pour la vente de la poussette qu'on a retrouvée chez lui. Les enquêteurs de la BFMP ont maintenant la certitude que l'individu en garde à vue n'est pas seulement un escroc, mais aussi un receleur. Au même moment, Laurent, l'expert en informatique de la brigade, est en train de faire parler l'ordinateur du trafiquant. À l'intérieur, il fait une découverte inquiétante. Des dizaines de coordonnées bancaires volées qui proviennent du monde entier. On a l'Espagne, les Bahamas, le Danemark, l'Irlande, on a Singapour, on a les Émirats Arabes Unis, on a le Japon. Mais la majorité des victimes est française. Là, ça vient de Marseille. Lui, il vient du 59, du Nord. Là, elle vient de Cognac. Ici, elle vient de Bondy, dans le 93. Et en fait, ces gens-là vont se retrouver avec des débits sur leur compte, alors même qu'ils n'ont jamais passé de commande. Donc le numéro de carte bancaire est là, avec son cryptogramme, sa date de validité. Donc c'est ce qui suffit en fait à passer des commandes sur Internet. Bon, c'est bon, vous venez avec moi? La taille de l'escroquerie est en fait bien plus importante que ce que pensaient les enquêteurs. Le trafiquant aurait acheté frauduleusement pour plus de 40 000 € de marchandises en seulement quelques semaines. Allez, asseyez-vous. François, le directeur de l'enquête, veut maintenant faire avouer le suspect. C'est-à-dire lui faire reconnaître que c'est bien lui qui a commandé les dizaines de colis payés avec des numéros de cartes bancaires volés. Bon alors en gros hier quand on vous a interpellé, on vous a trouvé en possession à votre domicile de 2 poussettes, hein, celle pour laquelle vous avez été interpellé, et une poussette sur votre balcon. Donc hier on pensait pouvoir se diriger sur une comparution immédiate parce qu'on pensait vous imputer que ces 2 faits. Hein. Toute la nuit, les collègues spécialisés en cybercriminalité ont fait des analyses de vos ordinateurs et ont trouvé des documents ou des informations pouvant nous indiquer qu'en fin de compte vous n'aviez pas fait que ces 2 commandes frauduleuses, mais plusieurs commandes frauduleuses. La société La Redoute nous informe avoir livré plusieurs commandes, écoutez bien, hein, plusieurs commandes à votre adresse avec des identités différentes et des cartes bancaires différentes. Il y a une commande pour un réfrigérateur américain de marque Whirlpool d'une valeur de 1 000 €. Il y a eu une autre commande pour un lave-linge frontal de marque Candy d'une valeur de 750 €, d'une cuisinière Vitro Indesit d'une valeur de 529 €, une table à repasser d'une valeur de 130 €, un réfrigérateur congélateur de marque Beko d'une valeur de 400 €. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à tout ça par rapport à ces commandes de La Redoute? Ouais? Pardon? Un instant. Acculé, l'individu n'est plus l'homme plein d'assurance que les policiers ont arrêté quelques heures auparavant. Bon, vous voulez un verre d'eau? Oh, vous êtes quand même solide. Ah ouais, vous êtes dans la merde, mais bon, il faut, à un moment donné... Vous me dites toute la vérité et je fais un beau compte rendu au magistrat?
Hein? On est d'accord, vous avez réceptionné ces marchandises? Oui, aussi. Hein? Effectivement. Devant les preuves irréfutables réunies par François et ses collègues, le suspect craque. Il avoue avoir commandé tous les colis. À l'issue de sa garde à vue, il sera placé en détention provisoire. Il risque une peine de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Une fois encore, c'est au moment de la livraison que les hommes de la BFMP ont pu interpeller leurs suspects. Alors certains de ces petits trafiquants ont mis au point un système très ingénieux pour contourner le problème. Ils ont infiltré des complices au sein de plusieurs sociétés de livraison. Des livreurs corrompus, grâce auxquels les trafiquants réceptionnent les objets achetés frauduleusement en toute sécurité. Car la livraison se fait à des adresses qui ne sont pas celles du bon de commande. Impossible alors pour les policiers de les prendre en flagrant délit. De cette façon, un groupe d'escrocs a réussi à récupérer des centaines de smartphones dernier cri qu'ils avaient achetés grâce à des coordonnées bancaires volées. Des téléphones qui valent jusqu'à 800 € pièce. Mais le gang a négligé un petit détail qui pourrait leur être fatal. Les limiers de la BFMP ont constaté que sur certains bons de commande, les signatures sont fantaisistes ou absentes. Un élément troublant qui a mis les policiers sur la piste des livreurs corrompus. Ce matin à l'aube, Gump et 3 de ses collègues vont se rendre dans la société de livraison pour interpeller un des suspects. C'est des détournements de colis commandés frauduleusement auprès d'une société de téléphonie. C'est des téléphones haut de gamme qui ont été réglés avec des numéros de carte bancaire volés. Quel est le profil de celui que vous allez interpeller ce matin? C'est un chauffeur-livreur lambda qui a commis des escroqueries au cours de sa vie. Et puis voilà, hein, le type de personne que vous pouvez croiser sur le trottoir tous les jours, que vous voyez remettre des colis, qui peut même venir chez vous remettre des colis. Et voilà quoi, il n'y a pas non plus de profil type. Direction la banlieue parisienne. Gump se dirige vers un centre de tri appartenant à l'un des leaders français de la livraison de colis. Tiens, c'est là. Pour être sûr de ne pas rater leur cible, c'est directement sur son lieu de travail que le livreur corrompu va être interpellé. Bonjour. 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 Le directeur de la société a été prévenu de l'opération de police. Il est arrivé ou pas? Non, pas encore. D'accord, bah dès qu'il... Il est arrivé vers quelle heure à peu près? C'est variable entre 6h et 6h15. D'accord. C'est pas vous qui allez le chercher? Comment ça? Non, on va nous l'amener. C'est mieux quand le gibier arrive à nous. Pour que l'interpellation se fasse en douceur, Gump a demandé au patron de convoquer le livreur sous un faux prétexte. Une fois entré dans la salle de réunion, le piège se referme. Tenez, vous venez là, vous présentez une pièce d'identité. C'est la police judiciaire. De Paris. Bon, ben on la récupérera Tout à l'heure. Vous vous appelez comment? Bon, monsieur, il est 5h55, il est placé en garde à vue. Donc, vous êtes passé en garde à vue pour les nécessités de l'enquête, parce que vous êtes soupçonné d'avoir tenté ou d'avoir commis infraction d'escroquerie en bande organisée, tentative d'escroquerie, détention frauduleuse de documents administratifs, faux usage de faux, recel. L'employé est abasourdi. Sous le choc, il ne s'attendait pas du tout à se faire arrêter. Pourtant, ce matin, il ne sera pas le seul à tomber entre les mains des enquêteurs. Au même moment, plusieurs équipes de la BFMP interpellent d'autres livreurs en région parisienne. Allez. Ouais. Vous êtes passé en garde à vue dans le cadre d'une affaire d'escroquerie. Escroquerie? Oui. Dans le cadre de votre activité de livreur. Ok. En tout, ce sont 5 suspects qui sont arrêtés. Tous seraient complices des trafiquants de smartphones. Au total, 240 téléphones en à peine 4 mois. Un préjudice de plus de 150 000 €. Pour que le dossier de l'enquête soit le plus solide possible, Gump doit maintenant tenter de faire passer aux aveux le livreur qu'il a arrêté ce matin. Les colis, on me la présente avec des pièces d'identité, mais je ne sais pas s'il y en a combien. Bon.
Mais pour le moment, le suspect nie avoir remis des colis à des adresses ou à des noms qui ne sont pas ceux du bon de commande. J'ai pas non plus la journée à passer avec vous. Donc moi, à un moment, je vais arrêter. Et puis, vous vous débrouillerez avec la juge d'instruction. On est d'accord. Maintenant, il va falloir que vous décidiez. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Si c'est la vérité, j'allais vous le dire. Le suspect est tenace. Même après 2 heures d'audition, il ne lâche rien. Alors Gump décide d'auditionner un autre homme, interpellé lors de l'opération. Vous avez livré 42 téléphones qui ont été commandés de manière frauduleuse sur votre secteur. On aimerait bien que vous nous expliquiez un petit peu comment ça s'est fait. Cette fois-ci, pour faire avouer le suspect, Gump va utiliser une tactique qui a fait ses preuves. Lui va incarner la rigidité et la fermeté. Audrey, sa collègue, va elle jouer la carte de la douceur pour faire comprendre au prévenu qu'il a tout intérêt à parler. Vous savez, en genre d'escroquerie, l'escroc il a besoin du livreur. Sans livreur, il ne peut rien faire. Et l'escroc, il sait toujours que c'est le livreur qui va se faire interpeller le premier. Pourquoi? Parce que vous livrez des dizaines et des dizaines de colis, on sait très bien que les personnes n'ont pas passé les commandes, on sait très bien que les personnes n'ont pas récupéré la marchandise, et on sait très bien qu'il n'y a pas 42 personnes différentes qui sont venues récupérer le colis. Votre intérêt à vous, c'est de nous dire la vérité. Parce que dans cette escroquerie, vous êtes le petit maillon de fin de chaîne. Sans vous, attendez, sans vous, on ne peut rien faire, on ne peut pas récupérer la marchandise. Vous êtes le dernier petit maillon de la chaîne. Mais c'est vous, le premier qu'on va venir interpeller, la preuve. D'accord? Donc franchement, votre intérêt, c'est de dire la vérité. Il n'y a pas mort d'homme si vous avez reçu 10 € par colis, si vous avez reçu un téléphone. En clair, si le coursier ne veut pas être condamné à une trop lourde peine, il doit donner à Audrey et à Gump le nom du chef du réseau. Et apparemment, il a compris le message. Je connais un, quand je venais d'arriver de la société, il m'a dit qu'il avait un magasin de téléphone en Afrique. Mais vous reconnaissez donc à bien avoir remis des téléphones comme ça, enfin des paquets à ce monsieur. Vous n'avez pas livré aux adresses et aux noms indiqués que vous avez remis à ce monsieur. Oui, celui-là qui est en question. Le nom, je ne savais pas, moi je l'appelais toujours. Vous voyez, là, vous me dites la vérité, vous êtes tout de suite plus sympathique. Il a proposé de l'argent? Oui. Combien? Là, il m'a dit si je sortais un téléphone, je gagnais 15 € par téléphone. Quoi. Pour Gump, c'est le jackpot. Le suspect a donné l'identité de l'homme à la tête du gang des escrocs. Il s'agit d'un autre livreur. C'est bien parce qu'il nous communique une info première importance, première bourre, comme on dirait chez nous. Et une explication qui est tout à fait valable en mettant en cause une personne qui apparemment bosserait encore. Donc il avait une combine pour avoir des téléphones, il lui a demandé s'il pouvait faire passer des téléphones sur sa tournée. Donc lui a accepté, 15 € par téléphone. Et puis voilà quoi. Ah oui, donc lui il a tout dit. Il a tout dit, il nous a donné le nom, il nous a tout donné. Les policiers de la BFMP veulent maintenant arrêter le livreur au plus vite. Ils ont obtenu une photo du suspect auprès de son employeur. Franck et Nicolas partent à toute vitesse en direction des Yvelines, vers le dépôt où travaille l'homme qui a mis en place le trafic. Mais les embouteillages sur le périphérique parisien leur compliquent la tâche. Putain! Se dépêcher pour aller l'interpeller, pourquoi? C'est parce qu'en fait, il faut arriver avant qu'il ne rentre chez lui. Parce qu'on n'a pas de domicile le concernant. Ce qu'on sait, c'est qu'il sera à une certaine heure sur son lieu de travail. Donc il faut être là à ce moment-là. Si après il part, on ne l'aura plus, on n'aura plus de domicile le concernant. Grâce à leur sirène, c'est en quelques minutes que Franck et Nicolas avalent les 30 km qui les séparent de leur cible. Ils arrivent juste à temps. Les salariés sont sur le point de quitter leur travail. L'interpellation se passe en douceur. Pour les enquêteurs de la BFMP, c'est un succès. Ils ont réussi à démanteler totalement le réseau d'escrocs. Mais dès le lendemain, ils vont s'attaquer à un autre trafic, de très grande ampleur. Paris est la première ville touristique au monde. Parmi les 30 millions de visiteurs qui découvrent notre capitale chaque année, on trouve de plus en plus de ressortissants chinois. Un de leurs passages obligés, le shopping dans les boutiques de luxe.
Ils y dépensent en moyenne 1 500 € par jour et par personne. Mais au milieu de ces touristes fortunés se cachent des trafiquants de fausses cartes bancaires. Ils appartiennent à un vaste réseau international, très structuré. Ces criminels sont dans le collimateur de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement, la BFMP. Romuald, membre de la brigade depuis 12 ans, connaît par cœur les méthodes de ces trafiquants de haut vol. Vous avez des Chinois qui viennent spécialement de Hong Kong, qui sont pris en charge sur le territoire, à qui on va remettre des cartes, on va les guider dans les magasins de luxe et ils vont avoir une liste d'achats à faire, donc avec ces fameuses cartes qui sont des contrefaçons et qui vont servir à procéder aux achats d'articles de luxe. L'attitude, c'est d'aller vite, c'est-à-dire de faire les achats le plus rapidement possible. Donc ils ne réfléchissent pas, ils ont en général une liste de produits à acheter, c'est des commandes, ils regardent, mais ils n'ont pas un comportement d'acheteur qui va s'intéresser aux produits, c'est vraiment je veux ça et je pars le plus vite possible. On vient de voir le passage de la carte dans le terminal de paiement, donc qui va signer la facturette par la suite. Et c'est un touriste comme un autre. C'est-à-dire que derrière, vous avez des gens qui sont là aussi pour faire des achats. Et il est habillé comme eux et il passe comme touriste lambda. En moins de 2 mois, ce gang international a déjà acheté frauduleusement pour 250 000 € de marchandises. Il la réexpédie ensuite en Chine pour la revendre. Et d'après un informateur des policiers, les trafiquants risquent de repartir pour Hong Kong dès le lendemain. 5 h du matin au siège de la BFMP, Romuald et ses équipes vont tenter le tout pour le tout, afin d'interpeller les suspects avant qu'ils ne regagnent leur pays. On est un petit peu pris par le temps parce qu'en fait, le départ pour eux est imminent, ils quittent le territoire et on n'est pas du tout sûr de les rejoindre. C'est vraiment, on agit un petit peu dans l'urgence, ce qui n'est pas notre habitude, d'habitude on déroule tout, mais là il va falloir un petit peu improviser. C'est une opération d'envergure pour Romuald. Une quinzaine de policiers est mobilisée. La cible principale est celui que les enquêteurs appellent le superviseur. C'est l'homme qui fabrique les fausses cartes de crédit. Les cibles secondaires sont les 2 acheteurs. Ce sont eux qui vont dans les magasins pour réaliser les achats frauduleux. Bon, pour que tout le monde soit au courant, donc, il y a un équipage de 2 voitures, donc Bruno, Franck, Rémi, Patrick, qui se rendent sur Maximilien Robespierre. Et on va essayer de loger le superviseur et donc d'avoir l'officine. Donc on fait en 2 temps. Déjà le superviseur et après une partie de l'équipe bascule sur les acheteurs. Donc les acheteurs, c'est pareil, c'est 8e étage, donc on investit, on sécurise au maximum, voilà, qu'il n'y ait pas de problème. On y va. Les 3 suspects font partie de la mafia chinoise. Ils ont été envoyés depuis Hong Kong, uniquement dans le but de dévaliser les boutiques de luxe parisiennes. Pour décapiter le trafic, Romuald sait qu'il doit absolument arrêter le superviseur. C'est la tête de pont en France. Il reçoit ses ordres directement de Hong Kong. Et c'est lui qui va donc distribuer les cartes pour faire les achats. C'est lui qui va guider les acheteurs. Pourquoi c'est aussi important de trouver son domicile? C'est là où se trouve l'officine. Si on a son domicile, on a le matériel de contrefaçon de cartes bancaires. 5 h 30. Romuald et ses collègues se déploient le plus discrètement possible à proximité de la zone où vivent les escrocs. Pour l'instant, il y a tout le tour de la rue, tout l'angle de la rue. Donc on va sécuriser là. Et puis ils vont rentrer pour voir. Mais les policiers n'ont pas pu confirmer leur adresse. Grâce à leur informateur, ils savent seulement qu'ils sont logés par un homme qui possède une vingtaine de studios dans le quartier. L'homme que Romuald appelle le propriétaire habite dans un pavillon. Il héberge peut-être certains des escrocs chez lui. Avant de pouvoir rentrer et d'aller voir, de prendre contact avec le propriétaire, on sécurise et on met tout le monde autour du pavillon. Vous avez peur qu'il y ait des gens qui s'échappent? Oui, tout à fait. On a peut-être une possibilité que le superviseur soit ici. Donc c'est pour ça qu'on prend toutes les précautions. Tous les policiers sont en place. Le top action est donné.
Le premier objectif de Romuald est donc le propriétaire, pour qu'il lui indique dans quel appartement vit le superviseur. Police, courez! Police! Police! On bouge pas! Qui c'était là? Devant la tête. Tiens, une dame. Quoi d'autre? Deux dames. C'est pas là. Pour le moment, aucune trace du propriétaire. Mais au bout de ce couloir, les hommes de la BFMP trouvent enfin celui qu'ils cherchaient. L'informateur des policiers leur a indiqué que le superviseur vivait dans l'appartement 13. Mais ils ne savent pas où il se situe. Il est où le gars du 13? Appartement 13, vite. Mais chez vous. Non, si vous connaissez, il a payé le loyer. Pour l'instant, le propriétaire refuse de répondre aux enquêteurs. Police. De la cave au grenier, d'autres policiers continuent de fouiller le pavillon pièce par pièce. Ouais! Sans succès. Police! L'équipe de la BFMP va alors utiliser une interprète chinoise qui, il l'espère, va parvenir à faire parler le propriétaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ouais. Il vient, nous montre-nous, c'est vite. Non, pas de manteau là, il n'y a pas le temps. Les chaussures tout de suite. Les policiers ont enfin obtenu la localisation précise du superviseur. Ils demandent au propriétaire, l'homme à la veste en cuir, de les emmener sur place. Mais il faut faire au plus vite. Il y en a un qui reste. Rémi, reste avec la femme. Allez, on y va. Amène-nous, c'est où? Car Romuald et ses hommes craignent qu'un complice ou la femme du propriétaire alerte le superviseur pour qu'il prenne la fuite. Donc le propriétaire nous emmène normalement au domicile du superviseur. J'ai ces deux effectifs donc avec la femme du propriétaire pour pas qu'elle appelle. Et puis là, on va se dépêcher. C'est au pas de course que Romuald et son équipe se dirigent vers l'habitation du superviseur, à 500 mètres de là. S'ils ne mettent pas la main sur cet homme, toute l'opération sera un échec. Attends. C'est où? Dépêche-toi. Derrière, il y en a deux derrière. Ça s'allume, dépêchez-vous. Allez, cassez. Les policiers réussissent à forcer l'entrée du pavillon où habiterait leur cible. Le propriétaire les conduit juste devant, ce qui est censé être la porte de la chambre du superviseur. Police! Toutes les masques. Police française, bonjour. Bonjour. Oh là. Baisse les bras. Calme-toi. Tout va bien, ça va bien se passer, c'est la police française. On attend l'interprète. Attends, il a peur. Attendez. Rassure-le, tranquillement. Tout est là. C'est bon? Ok. Migo, tout est là. Regarde ce qu'il y a par terre. Oh là là. Pas de doute, les policiers ont frappé à la bonne porte. Dans un coin de la pièce, le parfait atelier du faussaire de cartes bancaires. Pour Romuald et son équipe, c'est une prise exceptionnelle. Donc là, on a deux encodeuses qui sont là. Donc ça sert à imprimer la pièce magnétique des cartes pour les contrefaçons. On a une imprimante thermique et on a une doreuse qui va remettre un film plastique. Ça remet la couleur sur les numéros. Et en poursuivant la fouille, Romuald fait une nouvelle découverte. Là, regarde. Là, c'est bon, il y a toutes les cartes. Là, on a quelques dizaines de cartes. Il vient de mettre la main sur le stock de fausses cartes du trafiquant. Donc voilà, ça c'est les supports qui arrivent en France, donc vierges. Et après, ils vont être embossés et encodés. Et là, il y a encore des cartes. Là, ça commence à être... Toutes ces cartes ont été fabriquées par cet homme de 24 ans, originaire de Hong Kong. Il importait des supports vierges de Chine, puis réalisait les fausses cartes à la demande, avant de les cacher dans des paquets de cigarettes. Et là, donc voilà systématiquement. Vous voyez, ça c'est le truc dans les échanges de cartes entre le superviseur et l'acheteur. Il y a les cartes qui sont dans les paquets de cigarettes. Donc ça permet de faire un rendez-vous discret dans un café. Et c'est l'échange de cartes. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité? De prime abord comme ça, chez un commerçant, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire des achats tranquillement. Elle passe très très bien. Pour le moment,
La mission est une réussite totale. Et quelques minutes plus tard, dans un autre appartement, Romuald et ses hommes arrêtent aussi les acheteurs qui pillent les magasins de luxe avec les fausses cartes. Pour les policiers de la BFMP, c'est un carton plein. C'est bon, on a les 3 individus, on a l'officine. Donc là, le réseau en France est démantelé pour cette partie-là. Donc c'est un bon résultat pour vous? C'est un très bon résultat. À partir du moment où on a les machines et les cartes, donc on arrête complètement l'infraction sur le territoire. Les 3 trafiquants sont ramenés au QG de la BFMP pour 48 heures de garde à vue. L'objectif, qu'ils donnent le nom de la tête de réseau à Hong Kong. L'homme qui renvoie sans cesse de nouvelles équipes de faussaires en France. À la brigade, d'autres policiers sont déjà en train de compter les fausses cartes bancaires saisies. Il y en a plusieurs centaines, de toutes les marques, de toutes les banques et de toutes les nationalités. Le commissaire divisionnaire Patrick Ivars tient à féliciter ses équipes. Bravo Romu, belle affaire, félicitations. Merci. Ah, c'est le chef de groupe. Une officine de plus. Très bien, c'est du beau boulot. Il y a combien de cartes là? 400, 500 cartes? Non, peut-être un peu moins. Et il y en a qui se sont réveillés il n'y a pas longtemps, hein, c'est encore dans le serveur. Parce que là, on a dû leur faire mal quand même. Hein. Ça a dû leur faire un coup là, ça a dû leur faire un choc de se faire avoir comme ça ce matin. Ils devaient passer à temps. Le matériel, il est dans la... Cerise sur le gâteau pour Romuald, les faussaires n'ont pas eu le temps de détruire une des preuves essentielles du trafic. Ah ouais, l'encre 2, ça c'est bien. Des rouleaux carbone sur lesquels sont inscrits tous les numéros des cartes bancaires volées. Donc voilà, ça c'est les fameux rouleaux de l'imprimante thermique. On voit le numéro de carte qui était marqué sur le support avec la date de validité. Donc d'avoir ces numéros, ça va vous permettre de faire quoi? On remonte toute l'affaire. Donc là, on va vraiment voir le préjudice qui a été généré avec tous les numéros de carte qui ont été utilisés. Grâce à la perquisition chez le superviseur du réseau, les enquêteurs de la BFMP vont faire une autre découverte capitale, dans l'ordinateur des escrocs. À l'intérieur, des centaines de photos de produits de luxe. Sacs à main, sacoches ou portefeuilles griffés. Tous directement commandés depuis Hong Kong pour être achetés frauduleusement dans les grands magasins parisiens. Donc ça constitue des éléments de preuve aussi d'avoir ces photos-là? Tout à fait, parce qu'on va essayer de faire des rapprochements avec les achats qui ont été faits. Ça vaut cher tout ça? Ça varie, mais en moyenne, oui, c'est quand même. Ils font quand même des gros achats. C'est minimum 1000 €. Un trafic très rentable. D'après les policiers, chaque escroc achetait en moyenne pour 10 000 € de marchandises par jour. Sans l'intervention de la BFMP, ils auraient continué à dévaliser les magasins de luxe avec leurs fausses cartes. À l'issue de leur garde à vue, les 3 suspects seront incarcérés. Ils risquent 10 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende pour escroquerie en bande organisée et contrefaçon de cartes bancaires. Ils purgeront leur peine en France. Mais plus que les cartes bancaires, la contrefaçon touche avant tout les produits de luxe. Retour à Marseille. La ville est l'une des plus importantes portes d'entrée de la contrefaçon en France. Chaque jour, des centaines de personnes descendent des ferries qui font la liaison entre la France et les pays du Maghreb. Là-bas, les contrefaçons d'articles de grandes marques sont faciles d'accès. Alors pour certains passagers qui veulent rentabiliser leur voyage, il est très tentant de rapporter des souvenirs prohibés. Aujourd'hui, les douaniers ont ciblé un ferry qui arrive d'Algérie. Bonjour, marchandise à déclarer, monsieur? Vous avez les papiers pour le chien, s'il vous plaît? Oui, oui. La voiture, elle défend. Agnès et Dominique sont douanières depuis 20 ans sur le port. Chaque jour, elles contrôlent plusieurs centaines de véhicules. Vous avez les factures, là, monsieur? Non, j'ai pas de facture, mais c'est de pour le que j'achète. Oui, là, je l'ai eu combien, monsieur? Moi, je crois de 5 €. Alors, d'après vous, c'est les vrais? Je pense pas, non. Ah, vous savez que c'est des contrefaçons, donc. C'est pas des vrais. Non, c'est pas des vrais. Voilà, hein, voilà. Donc, c'est des contrefaçons, vous savez que c'est interdit, monsieur. Donc là, il est passible d'une amende. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Au final, Agnès ne trouvera que 2 polos contrefaits. Elle va donc se montrer indulgente. Vous mettre là, ah oui, voilà. Très bien, merci. Alors attention la prochaine fois, monsieur. Hein. Ok, madame. Okay. Là, ça se résume à
Non, on lui a laissé. Voilà, un avertissement. S'il en avait eu beaucoup, là, on aurait sévi. Mais là, bon. Ces petits trafics, là, il y en a souvent, non? Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et justement, à quelques mètres d'Agnès, ses collègues ont mis la main sur des passagers qui semblent avoir été plus gourmands. Oh, monsieur, calmez, quoi? Par ici, là? On baisse d'un ton, ok? Parce que pour l'instant, vous êtes en infraction, alors on baisse d'un ton. Pour des lunettes en infraction? Oui, oui, tout à fait. Ça paye cher pour des cadeaux, ça. C'est des contrefaçons, monsieur. Ah bon? D'accord? Oui, tout à fait. Comme ça, c'est des contrefaçons, madame. À 2 balles, les lunettes, là? Ah tiens, je croyais qu'elle coûtait cher. Mais ça fait rien. Ouais, mais c'est des lunettes. Il y a 3 minutes, elle coûtait cher. Donc c'est une contrefac. À partir de là, c'est tout, le dégât s'arrête. Alors là, en fait, on vient de trouver des objets de contrefaçon, apparemment des sacoches, des lunettes, de diverses marques. Ce qui leur plaît pas, c'est d'avoir été pris et puis de devoir payer une amende. Et là, et ça, c'est un peu le lot de la colère, c'est tous les jours. C'est très très virulent. Ben, c'est-à-dire que si ça continue comme ça, s'ils ne se calment pas, ben, ils vont se retrouver menottés. Ça va pas tarder. Là, on essaie de calmer le jeu, mais si ça continue... En ouvrant les valises des 3 hommes, Dominique trouve des contrefaçons supplémentaires. Sac à main, montres, lunettes, t-shirts. Ils ont rapporté un peu trop de marchandises pour qu'il s'agisse simplement de cadeaux pour leurs proches. C'est ma truc là, madame. Le monsieur il a dit que c'était bon là. Non, non, c'est pas bon, non. Ah bon? Non, non, il n'a pas dit ça du tout. Un souci, monsieur? Sous la pression des douaniers, les 3 individus se calment. Dominique peut procéder à l'inventaire de la marchandise frauduleuse. Alors là, maintenant, on va décompter. Bon, C'est voilà. la consommation personnelle? Non, pas du tout. À partir du moment où il y a 5-6 sacs à main et 30 ou 40 paires de lunettes, bon, ils ont beau nous dire que c'est pour amener en cadeau aux amis. Bon, je veux bien, surtout comme là, quand on a quasiment les mêmes sacs. Oui, non, là, ils ont ramené. Bon, ils vont vendre ça sur le marché, ils vont vendre ça aux copains. Mais de toute façon, c'est pour se faire quelques sous. Pour Dominique, pas de doute, les 3 passagers sont de petits trafiquants qui comptaient revendre leurs marchandises sur les marchés marseillais. C'est ça qui rentre pas sur le marché, c'est ça qui grève pas l'économie. Hein. C'est tous les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 25 Carrera. Donc on a dit 150 € la paire. Grâce à un catalogue où figure le prix des articles d'origine, Dominique et Agnès doivent maintenant évaluer la valeur marchande des produits saisis. Là, pour le moment, la marchandise, au total, il y en a pour 7 300 € sur le marché. C'est-à-dire, si ça avait été des marchandises authentiques, il y en avait pour 7 300 €. En revendant la cargaison rapportée de leurs vacances, les 3 hommes espéraient empocher quelques centaines d'euros. Mais à la place, ils vont devoir vider leur portefeuille. On va voir, parce que comme ils étaient de très mauvaise foi, je ne sais pas si on va être très conciliants, parce qu'ils ont été menaçants, pénibles, donc on va voir. Pour fixer le montant de l'amende, Dominique appelle Bruno, le chef divisionnaire. Le barème, entre 5 et 20% de la valeur réelle de la marchandise. Le montant final est laissé à l'appréciation des douaniers. Voilà. Ça fait? Tu veux arrondir au-dessus, en dessous? Au-dessus, t'as vu, il a été au-dessus. Ouais, bah, on va lui annonce le montant de la pénalité. Il est de combien ce montant, a priori? 400 €. Ah. 400 €, voilà. C'est beaucoup? C'est tout à fait raisonnable par rapport à la valeur des marchandises. Qui c'est qui est propriétaire du véhicule? C'est moi, c'est le propriétaire, mais lui il est âgé, vous. Après, vous vous arrangez entre vous, c'est pas mon Vous allez vous affaire. arranger entre vous, il y en a pour 400 € d'amende. Ouais, bah, vous payez comme vous voulez, en espèces, en chèque. Carte bleue? Finalement, c'est l'un des 2 jeunes qui va payer les 400 €. Et malgré la situation, il va tenter de négocier. Alors ça, l'amende est payée. Maintenant, vous attendez, je vous fais le petit PV. OK? Et on récupère 2-3 affaires? Non, non. Non? Non. Ah non, non, j'ai dit... Moi, vous savez, je reviens pas. J'ai dit non, c'est non. Non, mais mon t-shirt, là. Maintenant, il est fiché à la douane pendant 3 ans.
Donc à charge à lui de ne pas recommencer, de ne pas être récidiviste, parce que là, bon, mais alors là, ça sera pire dans la mesure où il recommettrait une infraction avec en plus une action de récidive. Voilà. À bientôt. Au revoir. S'il recommence, les 3 hommes risquent jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans de prison pour délit de contrefaçon. D'autres spécialistes du faux organisent eux un trafic à bien plus grande échelle. À quelques kilomètres du centre-ville, le grand port maritime de Marseille. Avec 88 millions de tonnes de marchandises chaque année, il s'agit du plus grand port de France et du 4e en Europe. Les 3/4 des containers proviennent de Chine, un pays qui produit 70% de la contrefaçon mondiale. En 9 mois, les douaniers marseillais ont déjà saisi près de 180 000 articles contrefaits. Et ils viennent justement de réaliser leur plus belle prise de l'année. À l'intérieur de ce hangar, des milliers de cartons que des dizaines de douaniers sont en train d'inspecter. Il y a plus de 800 cartons, donc 800 colis. Je pense pour à peu près plus de 10 000 articles. Donc on est content quand même de faire des belles prises. Bruno Ligio est le chef divisionnaire des douanes de Marseille. Il tient à superviser cette saisie exceptionnelle. Au total, ce sont 45 000 faux parfums qui viennent d'être confisqués. Ben voilà, là vous voyez, c'est quand même un visuel très très parlant. Vous avez, voyez, dans la même boîte, vous avez visiblement de la contrefaçon de la marque Hugo Boss et de la marque Coco Chanel. Voilà, avec simplement des inversions de lettres, même si le graphisme reste très proche de la marque originale. Les contrefaçons sont grossières, des copies bas de gamme de parfums de grande marque. Et toute imitation, même si elle ne porte pas le nom de l'original, tombe sous le coup de la loi. Ce qui est amusant également, c'est que l'ensemble des flacons sont très proches les uns des autres. Donc ça, c'est encore un signe évident de contrefaçon. Vous voyez, pour 2 marques de parfums supposées être différentes, vous avez le même flacon. Les flacons sont tous semblables. Même chose pour les fragrances. Après, sur l'odeur proprement dite... Ça sent quoi? C'est l'eau. Dire que ça sent le printemps. Et l'autre à peu près la même chose. C'est la même odeur? Ouais, voilà, bon, c'est quelque chose d'assez fruité. Voilà. Et ces contrefaçons peuvent contenir des substances dangereuses pour le consommateur. Bon, les mains, c'est pas très réactif, mais peut-être que sur le visage, ou en tout cas sur des peaux de jeunes filles adolescentes, il y a des risques d'irritation. En tout, il faudra 1 semaine aux douaniers pour évaluer la valeur de la cargaison. 120, 128. Plus de 220 000 € à la revente que les trafiquants espéraient empocher. Je pense que c'est pour alimenter des marchés locaux dans la région PACA, voilà, sans certitude, mais en tout cas, je pense que c'est destiné au marché national. Après, ça touche une clientèle qui n'est pas prête à mettre plus de 5 € dans une bouteille de parfum, dans un flacon de parfum, voilà. Et qui sait très bien, à mon avis, qu'elle achète de la contrefaçon. Tous ces faux parfums seront détruits. Grâce à cette saisie, les douaniers espèrent porter un gros coup au petit trafic dans la région. Pourtant, ils sont loin de mettre la main sur toutes les contrefaçons qui transitent dans le port de Marseille. Et certaines d'entre elles sont même revendues à quelques centaines de mètres seulement. Sur le marché aux puces, un gigantesque bazar en plein air. Plus de 35 000 mètres carrés d'étals et d'échoppes. Entre les produits d'entretien et le linge de maison, les copies illégales de toutes sortes s'étalent au grand jour. Lunettes, montres, chaussures, jeans, sacs à main ou polo, et bien sûr des parfums.
Et tout ça à 5 euros. Vous avez de la marque ou... Ah non, c'est pas la marque, mais ça ressemble à un truc. C'est la marque à peu près plus de 30 euros. Hein. Les vendeurs ne cachent même pas qu'ils vendent des faux. Ici, la contrefaçon est complètement assumée. Juste si on me demande c'est vrai ou pas? Ça, c'est pas le vrai, mais c'est moins cher. Là, on va te faire un prix moins cher. Alors combien? 20 euros. Wow. Normal, c'est moins cher. Ces lunettes, comme les parfums ou les chaussures de sport, sont revendues environ 7 fois moins cher que l'original. Le marché aux puces de Marseille est envahi par les vendeurs à la sauvette. Il y en a dans toutes les allées, dans chaque recoin. Et s'ils avouent facilement vendre illégalement des contrefaçons, ils prennent malgré tout quelques précautions. Ils ne présentent qu'une petite quantité de marchandises sur leurs étals en carton. Comme ce jeune homme, en survêtement gris, qui alpague les passants avec sa fausse sacoche Louis Vuitton. Les stocks, eux, sont cachés derrière les camionnettes blanches qui stationnent le long des allées. Cet homme en veste beige est l'un des salariés des puces. Chaque dimanche, il essaye de chasser les vendeurs à la sauvette. Allez, les voleurs dehors. Bon, vous m'enlevez ça. Je répète, les voleurs dehors. Pour les voleurs. Les voleurs dans la rue. C'est pas un problème, non, non. Qui des autres des voleurs? On va ramener pour les voleurs. Sortez dans la rue. Sortez dans la rue. Vous voulez que je vous fasse embarquer? Ça va vite fait, hein. Mais ce n'est pas cet homme que les vendeurs à la sauvette craignent le plus. Ce qu'ils redoutent avant tout, c'est une descente des douanes marseillaises. Car cela signifie une confiscation de toutes leurs marchandises et une énorme amende. 5 heures au QG des douanes. Nous retrouvons David et son équipe. Aujourd'hui, ils ont justement prévu une opération dans les puces pour arrêter des trafiquants de contrefaçon et saisir un maximum de faux produits. Comme on est suffisamment nombreux, on va faire 2 qui arrivent par là, 2 qui arrivent par l'allée centrale et 2 qui arrivent de l'autre côté, comme ça. Ceux qui fuient d'un côté, on les prend en as, ils vont nous voir, ils vont revenir vers vous, et là, on ferme la nas. Il faut savoir que sur le marché aux puces, il y a aussi des guetteurs. Donc ils sont à l'affût, et dès qu'il y a un visage qui est connu, que ce soit des policiers ou des douaniers qui sillonnent le terrain, ben forcément, de suite, les alertes sont données, les marchandises sont planquées. Et... On vous dit si on le voit ou pas. Ça va. 8 heures. Les 6 douaniers partent en direction des puces. Le défi pour David, intervenir avant de se faire repérer par les guetteurs. Là, on approche du marché aux puces. Voilà. Bon, ben là, ils vendent. Hein. Là, ils vendent. Là, ils vendent. Comme chaque dimanche matin, les abords des puces se transforment en un gigantesque capharnaüm. Les étals débordent dans les rues voisines. Ce sont près de 100 000 badauds qui investissent les lieux. David et Cyril savent qu'ils ne sont pas les bienvenus. La foule peut vite devenir hostile. Sur le marché aux puces, c'est dangereux parce qu'à tout moment, on n'est pas à l'abri que quelqu'un essaye de nous attraper notre arme qui est sous notre veste, qui essaye tout simplement de nous prendre à partie, de nous tirer par le bras ou nous faire trébucher. Oui, non, c'est très dangereux, quoi. Donc, Pas un couteau, qui est pas un... Je sais. Ah oui, parce que là, quand il y a la cohue comme ça, ils peuvent te sortir une crâne d'arrêt et te planter. Hein. Pour minimiser les risques, les 6 douaniers vont se séparer en 3 binômes pour tenter de quadriller le marché. Baisse un peu ton gilet, ouais. Nicolas et Christophe vont rentrer par l'arrière des puces. David et Cyril, eux, se dirigent vers la porte principale du marché. Leur but, prendre en tenaille certains des revendeurs de contrefaçon. Et à peine entrés dans les puces, très vite, David repère 2 cibles. Il y en a 2, un à côté de l'autre. Pas le temps d'attendre le renfort des autres binômes. David et Cyril veulent arrêter le suspect avant d'être repérés. Allez, ils sont là, Allez, c'est maintenant. Afin de ne pas compromettre l'opération. Monsieur, vous restez avec moi?
tranquillement, parce que c'est la douane, d'accord? C'est la douane, c'est la douane, regarde, c'est la douane. Donc tu restes avec moi 2 secondes. Ok? Allez, donne-moi ton bras. Cyril arrête un vendeur à la sauvette qui se trouve devant un stand de faux sacs de luxe. Vous laissez tout maintenant. Les douaniers doivent maintenant saisir les contrefaçons le plus vite possible. David, tu mets tous les cartons. Pour éviter que les badauds ne volent la marchandise. Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller se passer. La foule commence à s'agglutiner autour de David et Cyril, et les autres douaniers ne sont toujours pas là. Allez, il n'y a rien à vendre, allez, circulez, allez. L'ambiance devient électrique. Il n'y a rien, c'est bon. Il n'y a rien à prendre. Recule. Allez, allez. Je sais pas où ils sont. Malgré les invectives de David, la foule devient de plus en plus dense. La situation peut dégénérer à tout instant. Allez, il n'y a rien à vendre, allez, circulez. Ils sont là. Au bout de 5 longues minutes, 2 autres douaniers arrivent enfin en renfort. Mettez les brassards, les gars, mettez les brassards. La mission de David et son équipe n'est pas encore finie. D'expérience, Cyril sait que les vendeurs à la sauvette cachent souvent leur stock de contrefaçon derrière leur camionnette. Et Cyril a vu juste, il met la main sur des dizaines de faux sacs de luxe et de parfums contrefaits. Il faut maintenant que les douaniers arrivent à quitter le marché sans encombre. Circulez, allez. Allez, on s'arrache. Allez, c'est bon. On s'arrache. Allez. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, top. Tiens, prends le sac. Voilà. Allez, c'est bon. Ça arrive. Est-ce que pendant un temps, moi, je vais... Même si la situation est chaotique, Cyril continue sa fouille. Mais cette fois, il ne trouvera rien. Les autres vendeurs à la sauvette ont déjà eu le temps de ramasser leurs marchandises. David et son équipe s'extirpent du marché. L'opération aura duré à peine 5 minutes. Les douaniers ont saisi 3 grands sacs remplis de contrefaçons. Pourtant, le vendeur refuse de reconnaître que la marchandise est bien la sienne. Non, bah, tu étais à côté en tout cas. Donc pour nous, c'est toi. Tu fais semblant de ne pas savoir. Semblant de quoi? T'es quoi? Je suis un clochard, moi je me mets à vendre des contrefaçons. Je suis habillé de contrefaçon. C'est bon. Je vous jure que je suis un petit jeune, moi je suis pas là. J'ai même pas d'argent. Je pas que mes parents ils se disent pourquoi il est à la douane, ils l'ont arrêté. On verra tout ça à la brigade. Calme-toi, ça sert à rien pour l'instant. Les douaniers ramènent le suspect au QG. Ils espèrent bien lui faire avouer qu'il est le propriétaire des faux et qu'il était en train de les vendre. Pour David, la mission est déjà un succès. Ouais, c'est un milieu quand même qui est pas facile à appréhender, que l'on connaît, mais on sait dès lors qu'on rentre et qu'on commence à interpeller un ou plusieurs individus pour avoir leurs marchandises. De suite, tout autour, il y a un attroupement qui se crée, il y a les badauds qui sont là parce qu'ils veulent voir ce qui se passe, il y en a qui essayent d'acheter quand même les contrefaçons qui sont vendues. Donc on est content parce qu'on repart avec la marchandise, un des vendeurs à la sauvette, il n'y a pas de bobo, donc parfait boulot. Retour à la brigade. Les douaniers commencent l'inventaire des biens saisis. Il s'agit d'une belle prise, plusieurs dizaines d'articles contrefaits. 15 parfums Chanel. Dior, 3 Dior. Un Paco Rabanne. Donne-moi le... Donc on a 46 paires de lunettes, plus 75 pièces de marque. Au même moment, David et Cyril tentent de faire avouer le suspect. C'est moi j'ai vendu. Pourquoi tu t'es arrêté pour regarder, pour les acheter? Pour faire passer le temps, je vous ai dit monsieur, pour faire passer le temps, j'attendais la copine, je vais pas vous mentir. Mais l'individu continue à nier. Et problème, dans la confusion de l'arrestation, les douaniers n'ont pas pu établir le flagrant délit de vente à la sauvette. Alors pour tenter de faire avouer l'homme, ils vont bluffer. Quand on est arrivé, on a bien vu que tu vendais. Tu faisais partie des vendeurs, hein? Bah oui. Parce que ça y est, vous m'avez vu monsieur debout comme ça, je regardais, vous croyez que je vends pas, je vous dis la vérité. Je vais t'expliquer, là, je vais appeler le parquet, moi, compte tenu des quantités, là, moi je suis tenu d'appeler le parquet. Le parquet, vous allez dire quoi? C'est moi la marchandise, monsieur? Je vais lui expliquer les tenants et les aboutissants, d'accord? Faut pas abuser aussi. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je vais lui expliquer les tenants et les aboutissants, ce qui s'est passé ce matin. Il va me demander les antécédents judiciaires, et en fonction de ça, en fonction de ce qu'il va me dire, soit on te garde et on te place en retenue douanière, compte tenu des quantités, d'accord? En garde à vue. Jusqu'à demain. Soit il va me dire, ok, on peut le libérer à condition que tu payes une amende. Le suspect s'accroche à sa version. Il n'a rien à voir avec les contrefaçons saisies.
Oui, bonjour, je suis bien à la permanence du parquet de Marseille. Les douaniers n'ont pas de preuves matérielles pour le flagrant délit. C'est le procureur qui va trancher. C'était a priori pour nous un vendeur à la sauvette. Il était aux abords des étals, hein. Ça c'est évident. Maintenant nous n'avons, voilà, on n'a pas vu de transaction, en fait, une vente concrètement. Voilà, donc ça on l'a pas. On voulait éventuellement qu'il reconnaisse lui être le propriétaire parce que parfois ils coopèrent, ils reconnaissent les faits. Là en l'occurrence il dénie donc. Faute de preuves, le procureur ordonne de libérer le suspect, qui ne paiera aucune amende. Ah, j'ai pas d'autre alternative en fait. Seule la marchandise sera saisie. C'est frustrant en partie, oui, on est content, on a pu saisir la marchandise et puis extraire du marché parallèle ou du marché noir 150 pièces de contrefaçon. Donc pour nous, c'est quand même un beau résultat. Maintenant, on préfère également avoir le ou les propriétaires des marchandises. L'opération reste un succès pour la brigade. En tout, 151 faux articles ont été saisis pour une valeur de près de 5 000 € à la revente sur les marchés. En 2011, les douanes de Marseille ont confisqué 200 000 contrefaçons. Les douaniers et les policiers de la BFMP luttent sans relâche contre les escrocs en tout genre. Mais l'économie souterraine représente encore 200 milliards d'euros chaque année en France, soit 10% du produit intérieur brut.